Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer. On est bon? Je peux partir? Parfait, merci beaucoup. Donc, bienvenue à cet atelier consacré au mécanisme de give back et à la modélisation, on va dire, actuarielle de l'assurance collaborative. On assiste depuis quelques années maintenant à ce phénomène de give back. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des assureurs qui décident à la fin d'un exercice de redistribuer une partie des primes ou cotisations en cas de sinistralité favorable aux assurés ou à des associations caritatives. Donc une partie des primes qui avait été collectée au départ est bien reversée aux assurés ou c'est ce qu'on appelle le cashback ou à des associations caritatives, c'est ce qu'on appelle le give back. Donc l'objectif, c'est de vous parler de ce mécanisme-là. Alors comme exemple, on peut citer en 2020 la Maif, qui est une mutuelle, qui a décidé de redonner environ 30 € par contrat auto à ses sociétaires parce que la sinistralité était évidemment plus faible que ce qui avait été observé aux années précédentes dû à la crise sanitaire et au fait que les individus conduisaient moins. Donc ça a été un premier geste, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors que l'UCO a décidé de mettre le give back dans son business model. C'est-à-dire que systématiquement, ils ont décidé qu'à la fin de chaque exercice, on redistribuerait, si on peut évidemment, une partie à 4 associations caritatives. Et donc nous avons la chance ce soir d'avoir Julien Gigois, qui est le Chief Actuary de l'UCO, qui va vous présenter dans la première partie de cet exposé donc le mécanisme de give back qu'ils ont mis en place et vous expliquer plus précisément quelle association également. Et ils ont obtenu en particulier pour ça la qualification de société B Corp, qui est un gage de qualité. Il va vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Et puis moi, dans une seconde partie, je vais vous parler de la modélisation actuarielle que l'on peut faire sur le give back et plus généralement sur l'assurance collaborative. Alors l'assurance collaborative, c'est un nouveau schéma d'assurance qui s'imbrique un peu dans le système de l'économie collaborative, qui est une économie où les individus décident de partager des ressources, des biens, des actifs entre eux, sur le système que vous connaissez de type Blablacar, de type Airbnb. Et donc cette mutualisation est possible parce qu'il y a des échanges et parce qu'il y a des plateformes qui sont capables de mettre des individus en relation. Et donc l'objectif, ça va être de préciser comment actuariellement on peut construire ce phénomène de give back, comment on tarifie dans un contrat de ce type-là, sachant qu'au départ, l'objectif est de permettre à une mutualité d'assurés de partager leurs risques sans assureur. Donc vous avez des individus, comme vous et moi, qui vont décider de se regrouper et de partager le risque. Donc on va expliquer comment, parce que c'est pas simple. Sans assureur, on se dit que c'est pas possible. En réalité, on peut mettre des règles de partage et puis proposer une couverture en excès pour assurer la viabilité économique du système. Je vous expliquerai ça dans un second temps. Normalement, je devrais avoir avec moi Michel Denuit, professeur à l'Université catholique de Louvain, qui n'a malheureusement pas pu venir ce soir. Donc je ferai la deuxième partie tout seul. Voilà, donc je laisse la parole d'abord à Julien. Merci Christian. Alors, voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis Julien Gigois, je suis Chief Actuary chez l'UCO. Depuis 2 ans, auparavant, j'étais chez Admiral et chez Amelin. L'UCO, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui connaissent un petit peu, j'espère. On essaye en tout cas de faire parler de nous. On est donc une insurtech française. On est l'insurtech qui croît le plus vite en Europe aujourd'hui. On a une vision qui est très très différente du reste des insurtech, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe que de ce qui va toucher au foyer. Donc on a beaucoup de concurrents qui sont là un peu pour digitaliser le monde de l'assurance et qui vont donc un peu, si je peux me permettre, remplacer AXA, et voudraient remplacer AXA en étant full digital. Nous, on a vraiment une optique complètement différente et donc on va s'occuper de tout ce qui va toucher à la protection du foyer. Donc évidemment, qui dit protection du foyer dit assurance habitation, mais on va aussi essayer de proposer énormément d'autres services, notamment le repair par exemple, et plein d'autres choses.
Aujourd'hui, on a plus de 200 000 assurés dans le portefeuille Luco. On vient d'ouvrir l'Espagne cette année, donc on a déjà 2 pays, on est très contents. On a plus de 150 employés. Notre objectif, c'est vraiment d'être une entreprise européenne, donc on a 17 nationalités en ce moment et 40% de full remote. Full remote, ça veut dire que c'est des gens qui ont été engagés dès le départ pour travailler depuis un autre endroit que le bureau parisien. Donc on a beaucoup de gens à Nantes, à Bordeaux, mais on a aussi des gens en Pologne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, un petit peu partout. Donc on a notre objectif, comme toutes les InsurTech évidemment, c'est de mettre le client au centre de tout. Je pense que vous aussi évidemment, mais on essaye de le faire un peu différemment, de façon plus digitale. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui la meilleure note dans notre catégorie d'assurance sur tout ce qui est sur Google, des sites d'opinion d'assurance, etc. On est les mieux notés. On a levé 72 millions d'euros. On est certifié B Corp, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Luco. Je ne sais pas si vous connaissez le label B Corp. B Corp, c'est un engagement qu'on pourrait dire en français RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, qui est certainement aujourd'hui le plus élevé au monde. Et donc c'est un label mondial qui nous engage très très fortement à promouvoir beaucoup de choses, et le mot global, c'est d'avoir un impact positif sur la société. Et donc le give back dont je vais parler fait partie du B Corp, mais il y a aussi plein d'autres choses derrière. Et donc le give back dont on va parler aujourd'hui, une très grande fierté sur Luco. Voilà, on est quand même un petit assureur aujourd'hui, mais on a quand même déjà en 2021, sur base des résultats de 2020, reversé plus de 100 000 euros à 4 associations partenaires. Donc je pense que c'est une prouesse déjà à notre stade de développement d'en être à ce niveau-là. Et vu comment on est parti en 2021, le chiffre devrait être assez violemment plus élevé. Pour rentrer un peu dans le cœur du sujet. Hop. Je suis désolé, j'ai tout simplement fait un copier-coller de la page d'accueil de notre site. Vous voyez, sur notre site, il n'y a pas grand-chose en haut, mais il y a le give back en gros. C'est quelque chose qu'on met énormément en avant. On veut expliquer aux gens que quand on est assuré chez Luco, c'est très différent d'ailleurs. À quoi sert le give back? On l'écrit en haut en petit, je pense que c'est pas assez gros. Je me bats pour que ça soit plus gros que ça. Tout est basé sur la disparition du conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est quelque chose qui est systémique dans l'assurance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je pense que la plupart des mutuelles pourraient le voir différemment, mais les assureurs, notre business model repose sur un conflit d'intérêt, dans le sens où les clients payent une prime un jour pour être assurés pendant un an, mais le jour où ils ont un sinistre, en fait, l'assureur a intérêt à ne pas payer le sinistre. L'assureur aura plus de marge s'il ne paye pas le sinistre. Quel intérêt a l'assureur à payer le sinistre? Alors oui, on va dire, évidemment, satisfaire le client. Il y a un devoir d'éthique quelque part, il y a un devoir juridique, évidemment, on est tenu par des contrats quand même de payer des sinistres. Mais au final, si on peut s'en sortir, il y a beaucoup d'assureurs qui vont essayer de s'en sortir et de ne pas payer le sinistre. Nous, on pense que ça ne devrait plus exister. Et en fait, avec le give back, on va complètement enlever ce conflit d'intérêt. Comment on va faire ça? Quand vous allez devenir client Luco, et je suis sûr que vous allez être très nombreux à le devenir ce soir après ce brillant exposé, vous allez choisir une des 4 NGO, c'est des associations caritatives qu'on vous propose. Et on va vous dire quelque chose de très simple. Tous les gens qui auront choisi la même NGO que vous, vous faites partie d'une communauté. On va prendre l'intégralité des cotisations de cette communauté et on va de suite décréter que 70% de l'ensemble de ces cotisations vont être sécurisées pour payer les sinistres. Le reste, donc 30%, va nous servir à payer tous nos frais généraux, la gestion des polices, la gestion des sinistres, et aussi on a une énorme partie innovation dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais à la base Luco s'est créé sur des devices connectés pour monitorer tout ce qui se passe dans un foyer. Donc ça nous coûte aussi pas mal d'argent. Les 30%, c'est assez facile à calculer, mais là je viens de vous dire quelque chose, c'est 70% des cotisations pour les sinistres. Or, en tant qu'actuaire, on sait très bien qu'il est impossible de prévoir à l'avance la charge de sinistre qui va se passer dans l'année qui arrive. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si la charge sinistre est inférieure à 70%, la différence va être reversée à l'association de votre choix que vous avez choisi donc au départ quand vous êtes devenu assuré Luco. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un sinistre, alors oui, on va partir quand même d'un postulat de base qui est nous, on n'a pas envie d'avoir un loss ratio dessus de 70%, donc on va tarifer nos contrats, on va tout faire pour viser un loss ratio, je ne vous cache pas, entre 68 et 69%. Donc pour donner un peu de give back, après j'aime beaucoup les associations caritatives,
Je ne vais pas leur donner 15% de mes primes non plus, donc voilà, si on donne 1 ou 2% de nos primes, je pense que c'est une très bonne chose. On va viser dans les 68-69, ce qui fait qu'on part du postulat qu'on va donner un giveback dans l'année. Si on a un client en face de nous et qu'on a un sinistre, si on ne paye pas ce sinistre, en fait, ça ne va pas faire de profit en plus pour Luco. Ça va faire du profit pour une association caritative. Et donc, on va être capable d'expliquer très pertinemment à nos assurés que non, on ne fait rien pour les avoir, pour les entuber. Non, non, non. Si on ne paye pas le sinistre, c'est qu'on pense que ce n'était absolument pas couvert, qu'il y a eu que potentiellement c'est une fraude ou quelque chose comme ça. On n'a aucun intérêt à ne pas payer un sinistre, si ce n'est de donner plus d'argent à des associations caritatives. Dans l'autre sens, un assuré qui est chez nous et qui essaye de nous frauder, en fait, il ne va pas frauder Luco. Il va frauder une association caritative. Alors oui, je pense qu'il y a des fraudeurs qui n'en ont absolument rien à faire de frauder des associations caritatives, mais on peut espérer que pour certaines personnes, ça joue. Et donc grâce à ça, c'est très simple, on a remis un alignement entre l'assureur et l'assuré, il n'y a plus de conflit d'intérêt. Et donc on est très clair que l'assuré paye une prime pour être couvert, nous assureurs, on indemnise si on doit indemniser. Je pense que jusque-là, ça va très bien. Je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail sans trop vous perdre. Alors non pas que ce soit très complexe, mais c'est assez ça dans le détail. On a 2 soucis avec le giveback. Nous sommes des assureurs. On doit mutualiser le risque. Je viens de vous dire que le giveback va se calculer par pôle, donc de NGO. Je suis désolé, on fait que de l'anglais, donc d'associations caritatives. Le problème, ça veut dire que potentiellement, si j'ai des associations, en gros j'ai 4 communautés en fait, c'est comme si j'avais 4 portefeuilles dans mon portefeuille client. Si j'ai un portefeuille qui me donne, enfin si j'ai 3 portefeuilles avec un loss ratio à 65 et un avec un loss ratio à 75, en fait, normalement c'est comme si j'en avais eu 4 à, j'ai la flemme de calculer 67,5, si je dis pas de bêtises. En fait, j'aurais dû donner un certain montant de giveback. Là, en fait, je vais donner 3 fois 5 points de giveback. Et en fait, je vais avoir, mon loss ratio final, ça sera la moyenne pondérée de 3 portefeuilles à 70 et 1 à 75. Je pense que tout le monde me suit. Okay. Alors que moi, mon objectif, c'était d'avoir au maximum 70% de loss ratio, une fois que j'ai un post-giveback. Donc ça ne me va pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais déjà commencer par essayer de mutualiser au maximum les risques entre les différentes communautés. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais décréter que le giveback ne se calcule que sur une base de loss ratio très petit, donc attritionnel. Aujourd'hui, on est parti sur une base de 50 000 €. Je pense que plus notre portefeuille va grandir, plus on pourra augmenter cette base, mais pour l'instant, ça nous paraît bien. Ensuite, le loss ratio des sinistres que j'appelle moyen va être, en fait, va être mutualisé et on va redistribuer. On va dire, en fait, tous les sinistres entre 50 et 500 000 € ont sur le portefeuille total de Luco représenté 10 points de charge. Et alors là, et donc du coup, on ne va pas regarder si en fait les 10 points c'était 40 points pour un portefeuille et 0 pour les 3 autres. On va appliquer 10 points par portefeuille. Donc on va vraiment mutualiser ce risque-là. Et enfin, le coût de la réassurance, on est obligé de, comme toutes les entreprises, on est réassuré là-dessus, il n'y a pas de secret. Donc ça, c'est très simple, mais ça nous permet de mutualiser très rapidement les différents portefeuilles de communautés, d'enlever la volatilité due au grand sinistre à ce niveau-là, et pour autant on garde notre promesse de giveback où on peut dire aux clients, parce que globalement les problèmes ça va être sur des petits sinistres à 5-10 000 €, hein, on peut dire pas de conflit d'intérêt, 1 € qu'on ne vous paye pas, c'est 1 € dans la poche de l'association que vous avez choisie, pas de n'importe laquelle, hein, de l'association que vous avez choisie, et vice versa pour la fraude comme j'ai dit tout à l'heure. La deuxième chose qu'on a mis en place, donc en tant qu'assureur, on doit faire 2 types de mutualisation, une dans l'espace, une dans le temps. Donc pour l'espace, ça c'est bon. Et pour le temps, le problème, on peut faire exactement le même raisonnement que je viens de vous expliquer, mais avec des loss ratios qui seraient volatiles sur 4 années. Hein, je pourrais très bien avoir 65, 65, 65 et la 4e année 75. La même histoire, ça me fait un loss ratio moyen qui est au-dessus de 70% alors que j'aurais pas dû. Et donc comment on va faire ça? En fait, on va créer un fonds, donc on dit de stabilité. Et donc de façon très simple, à la fin de chaque année, alors on a décrété qu'on attendait le mois de mars pour faire notre reserving à Q1, donc à la fin du premier trimestre, on regarde nos ultimes. À ce moment-là, on peut décréter quel est le montant qu'on appelle de giveback potentiel. Et en fait, on ne va donner aux associations que la moitié de ce montant-là. Voilà. Et on va garder le reste dans un fonds
qui, théoriquement appartient à Luco, mais en fait qui va être là pour potentiellement éponger les pertes des années futures, parce qu'il faut qu'on puisse mutualiser nos résultats dans le temps. Alors oui, il y a un risque qu'un jour on donne trop de give back une année et qu'on ait des pertes dans les années futures. C'est un pari qu'on prend. On pense que sur le long terme, ça va s'équilibrer. On arrivera à retravailler le portefeuille pour que ça tourne. Et encore une fois, on est là pour changer les choses. Et donc, on prend des risques. On est assureur, c'est notre métier. Je pense que c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on les garde pour la fin, les questions à la fin. Alors, je laisse la parole à Christian. Merci beaucoup pour votre écoute. Ok. Allez, maintenant, on va parler un petit peu d'actuariat de l'assurance collaborative. L'objectif, c'est de proposer des bases actuarielles pour pouvoir mettre en place un système d'assurance collaborative, soit pur, ce qui veut dire uniquement entre des individus, soit avec un support d'un réassureur pour assurer la viabilité du système. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc on souhaite parler aujourd'hui d'assurance collaborative, on dit aussi assurance peer-to-peer, pair à pair. Donc on a des individus qui souhaitent s'assurer contre des risques et qui vont se regrouper pour pouvoir partager ce risque. Il va falloir expliquer comment, quelles sont ces règles de partage et est-ce qu'on prend un risque à rentrer dans un pool et est-ce qu'on souhaite avoir des nouveaux participants arriver dans ce pool. On va également parler du phénomène de cashback ou giveback, le giveback étant plus simple à modéliser puisqu'il fait référence à l'ensemble du groupe, alors que le giveback nécessite une modélisation par individu. Et comme on va faire l'hypothèse d'hétérogénéité dans le portefeuille, c'est-à-dire qu'on va avoir des individus différents, il va falloir adapter le versement que l'on fait à chaque individu en fonction de son risque qu'il a amené, de la prime de départ ou de la provision de départ qu'il a amené dans le pool. Voilà. Et puis on expliquera aussi comment rendre le système plus viable économiquement en l'adossant à un réassureur, mais ça nécessite de trouver la juste limite entre ce qui reste dans le groupe et qui est assuré par les membres du groupe et ce qui est recédé au réassureur. Donc l'objectif, c'est de fournir des premiers modèles mathématiques actuariels pour pouvoir viabiliser ce genre de système. Alors, on va faire un petit peu de maths, mais vous angoissez pas, on va rester très simple, on a des variables aléatoires, je parle quand même dans un public d'actuaires, donc il n'y a pas trop de soucis, si vous pensez que ça va trop vite, vous m'arrêtez, mais on a des variables aléatoires correspondant au risque, souscrit par tous les individus, on va dire que c'est vous, de i égale 1 à n, toi tu seras n, Julien, et moi je serai 1, et on a tous une parfaite connaissance de notre risque, il n'y a pas de souci, on connaît la variable aléatoire associée, on va appeler mu-i l'espérance, la prime pure de ce risque, et sigma carré sa variance. J'ai besoin d'un outil supplémentaire pour savoir si je suis intéressé par un risque ou par un autre. Donc j'ai besoin d'une relation d'ordre, ce qu'on appelle sur des risques. Donc je vais définir cette comparaison, mais au sens des variables aléatoires. Cx est pour convexe, c'est ce qu'on appelle l'ordre convexe sur les variables aléatoires, qui me dit que la variable aléatoire y est plus petite que z, donc moins dangereuse ou préférée, si elle satisfait les conditions qui sont là, donc globalement que l'espérance de y égale l'espérance de z, on va avoir la même perte moyenne, mais on va avoir une prime stop loss qui est toujours plus faible pour y que pour z. Ce qui est équivalent, en fait, on pourrait le montrer, à ce que toute transformation convexe du risque est une prime pure plus faible pour y que pour z. C'est en ce sens-là que c'est plus petit, plus faible, plus intéressant, et on peut montrer dans la littérature économique qu'un agent qui est averse au risque préférera toujours prendre y par rapport à z. Donc c'est une relation d'ordre pour me dire je préfère, pour dire je vais y aller ou je suis incité à regarder pour ce pool. Voilà. Alors on va commencer dans le cas simple. On va supposer qu'on est tous homogènes en termes de risque, d'accord ? Et qu'on a envie tous de s'auto-assurer. Pas besoin, au revoir les assureurs, ciao Luco, et on décide tous d'arriver avec notre risque x1, x2, xn, on est tous identiques. Donc on va se dire, comment est-ce qu'on va faire ça ? Donc vous arrivez à la date 0, j'arrive avec un risque, ça veut dire que vous arrivez avec une variable aléatoire. Vous arrivez avec une distribution, et vous avez tous la même distribution. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Si on est tous identiques, on se dit à la fin de l'exercice, on somme les sinistres et on divise par n. D'accord ? Donc à la fin de l'exercice, on va tous être couverts puisqu'on va sommer la sinistralité et qu'on va la diviser par le nombre de personnes dans la salle. D'accord ? Donc tous, on prend une petite partie, il y en a qui vont avoir des gros sinistres, d'autres des petits sinistres, d'autres pas du tout de sinistres, mais notre engagement en date 0, c'est de se dire qu'à la fin, en date 1, on va tous payer la même proportion. Pourquoi ? Parce qu'on est tous identiques. Par exemple, qu'il y en ait un qui paye moins que l'autre, puisqu'on a tous la même distribution.
Donc concrètement, ex post, ça veut dire que la somme qui va être payée, c'est ce qu'on appelle la moyenne, x bar n, qui est donc la somme sur n, et qu'on va définir comme la règle d'allocation pour l'individu i, qui est une fonction donc, de la sinistralité du pool. Et ce que l'on peut dire, plusieurs choses très simples, qu'on a tous vu dans nos cours de probabilité, c'est d'abord qu'on a la loi des grands nombres et le théorème central limite qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe lorsqu'on va augmenter la taille du pool. Donc on va aller chercher d'autres actuaires, puis on va augmenter, on va prendre la ville de Paris. Et si on est tous identiques, on sait que la moyenne empirique va converger vers la moyenne commune, l'espérance, associée à tous les risques. Donc ça veut dire que la part que vous allez payer, si on augmente le pool, elle va se rapprocher d'une constante, qui est la prime pure en assurance classique. Donc plus on est nombreux, plus le risque est dilué, et au final, ex post, à la fin de l'exercice, il n'y a pas d'aléa, il n'y a plus d'aléa, vous payez forcément mu. D'accord ? Donc on a ce type de convergence. On a la vitesse, à quelle vitesse on arrive à diversifier ? C'est la loi des grands nombres qui nous dit que grosso modo, la vitesse c'est racine du nombre de participants. Et on sait approximer la loi. La loi c'est une loi normale, centrée, de variance, la variance commune. Et puis, on peut dire également la chose suivante, c'est que si je rajoute un individu, Michel n'est pas là, mais s'il nous rejoignait, eh bien, en le prenant avec nous, vous seriez tous incités à ce qu'il reste. Parce qu'en gros, le risque, une fois qu'on est n plus 1, il est plus petit, au sens de l'ordre que j'ai donné, que le risque si on était n. Donc c'est incitatif pour aller chercher d'autres individus portant le même risque et pour augmenter la diversification potentielle. Donc ça c'est le cas simple. C'est le cas simple où on est tous identiques. Malheureusement dans la vraie vie on n'est pas du tout tous identiques. Il y a des individus plus risqués et moins risqués. Voilà, moins risqués et plus risqués. Et donc il faut qu'on arrive quand même à trouver ces règles de partage. Ex post, à la fin de l'année, il faut que je dise, toi tu paieras 100 et moi je paierai 150. Parce que fondamentalement je suis plus risqué ou j'arrive avec un risque plus gros. J'ai une voiture plus chère que la tienne. Je suis désolé. Mais... Bref, il faut qu'on arrive à trouver ces règles. Et en même temps, il faut qu'on ait des propriétés qui soient un peu similaires à ce qu'on connaît dans le cas homogène ou ce que l'on connaît dans le cas de l'assurance classique. C'est-à-dire qu'on aimerait bien déjà qu'on ait une sorte de loi des grands nombres, c'est-à-dire que si on augmente la taille du pool, même si on est hétérogène, à la fin chacun devrait payer l'espérance du risque qu'il amène dans le pool. D'accord ? Tout à l'heure c'était mu pour tout le monde, maintenant moi j'ai mon mu1 et lui a son mu2, et donc si j'augmente un très grand pool, il faudrait que j'ai plus d'aléas sur mon versement ex post et que je paye mu1 et que toi tu payes mu2. Donc on aimerait bien ce type-là, on aimerait bien aussi l'équivalent d'un théorème central limite pour savoir, évidemment on ne sera jamais 1 million, on sera peut-être 2000, 3000, mais on aura une diversification, il faut que je connaisse la vitesse, est-ce que je peux approximer aussi par la loi normale pour savoir où ma prime ex post va se positionner par rapport à cette espérance de départ. D'accord ? Et puis, est-ce qu'on sera incité, comme tout à l'heure, à recevoir les gens qui sont dans le couloir pour qu'ils viennent nous rejoindre, même s'ils sont plus ou moins risqués que nous. Même un individu qui serait plus risqué, il faut que j'arrive à trouver une règle d'allocation ex post où il est, lui, envie de venir et nous, envie de l'accueillir. Donc, il faut trouver une règle de partage de risque. Cette règle, elle a été proposée par Michel et un de ses collègues. C'est ce qu'on appelle la règle de partage basée sur l'espérance conditionnelle. L'idée, c'est la suivante. On a donc tous nos sinistres ensemble, et il faut que j'arrive à les distribuer. Et ce que l'on propose, c'est de se dire, on va payer en moyenne, conditionnellement à ce qu'on a pu observer comme sinistralité, la part de chacun. Donc, ce qu'on va vous demander, toi, ce que tu vas payer, c'est x2, tu vas payer l'espérance de x2, sachant Sn. Donc à la fin de l'année, on fait comme dans le cas homogène, on somme les sinistres, je calcule son espérance conditionnelle, c'est un petit calcul, ce qui peut être compliqué dans certains cas, mais on a des outils pour pouvoir les calculer, et on va demander à chacun de payer l'espérance de xi, sachant Sn, que l'on observe à la fin de l'année. D'accord ? Donc on arrive en début d'année, on arrive tous avec notre loi x1, x2, xn, et moi je vous propose un contrat qui dit qu'à la fin de l'année, vous allez payer espérance de xi sachant Sn. Et en faisant ça, eh bien, je suis sûr qu'on va tous payer la sinistralité observée dans le pool d'assurance. Parce que si on somme espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de xn, l'espérance est un linéaire, c'est l'espérance de la somme, donc c'est l'espérance de Sn sachant Sn, c'est Sn. Avec cette règle d'allocation, j'ai la garantie qu'on va pouvoir tout payer. Après, il faut que vous ayez la capacité financière pour payer, mais vous êtes engagé au début. Donc, vous avez dit, moi, je paye espérance de xi, sachant Sn. Alors, en quoi c'est intéressant ? Eh bien, en fait, on peut décomposer tout risque xi en 7
par ex post, qu'on va appeler la perte structurelle, donc qui est une fonction de SN, qui va dépendre donc de votre caractéristique, mais des caractéristiques de tous les individus du pool, plus ce qu'on va appeler un bruit, qui est en fait rien d'autre mathématiquement que la différence entre les deux, donc xi moins espérance de xi sachant Sn. Et on va appeler ça un bruit, pourquoi? Parce que ça a toutes les propriétés d'un bruit. D'abord, son espérance est nulle, c'est-à-dire que ce truc-là, en réalité, à la fin de l'exercice, en moyenne, il coûte 0. Et puis, quand on somme sur tous les individus, ce que je disais tout à l'heure, eh bien ça vaudra 0. Donc, on a décomposé la sinistralité de chacun en fonction de la sinistralité de tout le monde, plus quelque chose qui va être en moyenne égal à 0. Et, bonne propriété également, tout ça, ces petits bruits, ils sont non corrélés entre nous. Donc le fait qu'il y en ait un qui ait un sinistre plus grand n'est pas lié au fait que l'autre ait un sinistre plus grand. Voilà. Donc ça, c'est la règle de partage de risque ex post que l'on propose. Elle assure que la somme des sinistres sera intégralement remboursée aux individus sinistrés. Donc on part d'une situation stand-alone où chaque individu a son propre risque et on lui propose de rentrer dans un pool et de payer non pas X1 son sinistre à la fin de l'année, mais de payer espérance de X1 sachant Sn. Donc c'est aléatoire, hein, vous avez un paiement qui est aléatoire ex post. Alors c'est peut-être pas sous cette forme-là très incitatif, on va expliquer comment on arrive à trouver quelque chose qui ressemble plus à ce que l'on connaît dans le monde de l'assurance. Mais globalement, eh bien, si vous lui demandez de choisir, si vous êtes averse au risque, j'espère que vous êtes averse au risque, comme actuaire, eh bien vous devez préférer rentrer dans le pool que de conserver votre risque initial. Alors, les bonnes propriétés. D'abord, en moyenne, vous paierez autant que si vous aviez conservé votre sinistre. Donc c'est l'histoire en assurance de la prime pure que vous payez pour rentrer, pour souscrire un contrat d'assurance. Hein, vous payez au moins la prime pure. Ça, c'est le risque que vous apportez à l'assureur en moyenne, mais vous avez des chargements techniques qui viennent augmenter la valeur de la prime. Mais donc actuellement, hein, ce contrat fait que, imaginons que vous viviez 100 ans, je vous le souhaite, et que chaque année vous refaites cette expérience de pool, eh bien si vous cumulez la somme des paiements que vous avez faits sur 100 ans que vous divisez par n, vous n'êtes pas très loin hein, de l'espérance de votre risque, pour autant que le risque soit le même sur les 100 années. Ce que l'on peut montrer aussi assez simplement, c'est qu'avec cette règle, si maintenant vous êtes tous homogènes, vous m'avez dit au départ on n'est pas homogène, mais en fait vous l'êtes, eh bien je retombe sur la règle qu'on avait fixée au départ qui consiste à sommer à diviser par n. Donc on est dans un cas où, en cas de risque homogène, eh bien on retombe sur l'allocation uniforme. C'est aussi un principe pour lequel on cherche à faire rentrer des gens dans le pool. C'est-à-dire que vous, individu I, vous êtes plus content lorsqu'il y a une personne en plus que lorsque vous êtes que n. Donc c'est incitatif parce que la diversification permet de réduire le risque aussi dans ce schéma-là et vous êtes tout incité à, même si un individu arrive avec un risque plus élevé que le vôtre. Hein, cette règle d'allocation garantit le fait que vous, en tant qu'individu averse au risque, vous préférez toujours avoir plus de personnes dans le pool. On a identifié pas mal de propriétés très intéressantes, attendues, souhaitables. Donc la première, on l'a dit tout à l'heure, si j'augmente la taille du pool, eh bien l'allocation ex post que vous payez converge presque sûrement, donc je vous renvoie à vos cours de probabilité, ça veut dire tout le temps en fait, vers votre espérance de risque à l'instant initial, c'est-à-dire la prime pure que vous auriez payée dans un cadre d'assurance. Donc lorsque la taille du pool tend vers l'infini, vous paierez une constante à la fin de l'exercice qui correspond à l'espérance de X. On a d'autres schémas, d'autres façons équivalentes de le montrer. Donc voilà, on a commencé à répondre aux questions qu'on s'était posées. Loi des grands nombres qui est satisfaite. Maintenant, si on s'intéresse à ce qu'on appelle le théorème central limite, l'approximation que l'on peut faire, puisque le pool ne sera jamais de taille infinie, mais de taille finie, est-ce que utiliser la loi normale pour savoir où votre prime ex post va apparaître, est-ce que, eh bien, j'ai une possibilité de le faire? Eh bien, la réponse est oui. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais si vous vous souvenez de vos vieux cours de probabilité, l'espérance conditionnelle est la fonctionnelle du risque qui minimise l'erreur quadratique moyenne. Mais avec une fonctionnelle non linéaire. Vous vous en souvenez? Bien sûr. Et Itchy Factory quand même. Hein, donc, mais, oui, il a été élève de Michel, c'est pour ça qu'il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Mais si jamais je cherche à minimiser, non pas sur un espace non linéaire, mais un espace linéaire, j'obtiens la fameuse régression linéaire que vous avez appelée les fameux MCO. Vous savez, quand vous cherchez à expliquer par une combinaison linéaire,
vous êtes dans un sous-espace plus petit, l'espace des fonctions linéaires, alors que l'espérance conditionnelle, elle est dans un espace plus gros, des fonctions non linéaires. Mais imaginons que bon, je n'ai pas beaucoup de choix et que je décide d'approximer mon paiement ex post par une fonction linéaire des risques. Donc ça se fait sous cette forme-là. Mu-i plus sigma carré, etc., etc. Donc on obtient une règle d'allocation possible, mais avec des propriétés en réalité un peu moins intéressantes. Ce que l'on a montré, c'est que lorsque la taille du pool tend vers l'infini, eh bien, considérer cette règle de régression linéaire ou la règle d'allocation basée sur l'espérance conditionnelle me fournit à la fin le même montant presque sûrement, mais si je regarde la vitesse, ben j'ai la même, et en fait les deux sont asymptotiquement équivalents. Donc on a ici une façon d'approximer cette espérance conditionnelle par une fonction linéaire. Là vous allez me dire c'est quand même simple votre truc, parce que j'ai juste à sommer, à vous demander tous votre variance, et je sais combien je dois vous demander de payer à la fin de l'exercice. Alors que si je dois faire une espérance conditionnelle, si vous vous souvenez, il faut calculer la loi conditionnelle et ensuite calculer l'espérance sous la loi conditionnelle. C'est plus compliqué. Mais sur des poules de petite taille, eh bien, il faut le faire. Alors que sur des poules de grande taille, l'approximation linéaire est viable et nous donne l'équivalent d'un théorème central limite, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir ex post où vous allez vous situer la variabilité de cette prime payée. Alors quelques exemples. Un exemple numérique. On va supposer qu'on a tous, comme montant de sinistre, des lois Poisson composées. Autrement dit, une fréquence Poisson et des distributions ici qui vont être sur un montant de 10 000 € et avec une distribution bêta, donc qui permet d'avoir une distribution sur 0,1 multiplié par 10 000. On va décomposer le portefeuille en 3 sous-groupes, les faibles risques, pour lesquels la fréquence de sinistre moyenne est de 5%. Le coût moyen associé à un sinistre va être de 2 000 €. Le groupe, alors c'est 50% du portefeuille, 35% pour risque intermédiaire, fréquence de sinistre plus élevée, 10%, coût de sinistre plus élevé, 3 000 €. Enfin, dernier groupe, les risques extrêmes, importants, 15% du portefeuille, fréquence de sinistre 20%, prime, coût moyen d'un sinistre 4 000 €. Ce qui vous fait des primes pures, 200 pour le premier groupe, 300 pour le second et 800 pour le dernier groupe. D'accord ? Donc on a vraiment tiré sur les traits pour dire on a des faibles, des moyens et des gros. Donc là, vous avez une représentation simple, c'est la distribution de Poisson, pour dire que pour le groupe 1, donc petit risque, eh bien, probabilité d'avoir 0 plus élevée que les autres, probabilité d'être un sinistre, plus faible pour le groupe 1, plus élevé pour le groupe 2, plus élevé pour le groupe 3, à peu près comme ça. Et ça, c'est la distribution des sinistres. Pour le groupe 1, en moyenne, peu de sinistres, enfin un coût de sinistre faible. Pour le groupe 2, un peu plus grand, et puis pour le groupe 3, encore un peu plus grand. Bref, tout ça, c'est que du classique. Et maintenant, je vais mettre en place ce schéma d'assurance collaborative où je vais demander à chacun de payer à la fin de l'exercice son espérance conditionnelle par rapport à tout le groupe. Et je veux quand même assurer, pour vous inciter à venir, que la probabilité que vous payez avec une variation de 25% par rapport à votre prime pure soit plus faible que 20%. Autrement dit, je veux que dans 80% des cas, la prime ex post que vous payez soit avec une variation plus faible que 25% par rapport à votre risque prime pure, c'est-à-dire le prix que vous paierez dans un portefeuille de taille infinie. Donc pour arriver à ça, il faut augmenter la taille du portefeuille. Plus n est grand, plus la diversification est forte, et plus votre prime ex post devient moins en moins aléatoire et se rapproche de MUI. Et donc le nombre de participants minimum pour réussir à faire ça pour tous les groupes, c'est 515. Avec donc 257 pour le groupe 1, 180 pour le groupe 2 et 78 pour le groupe 3. Voilà. Et là, vous avez le contrat qu'on met en place entre nous pour payer à la fin de l'exercice. Donc on va sommer les sinistres. Une fois qu'on a la somme des sinistres, c'est-à-dire 100 000 €, eh bien, je vais, pour le groupe 1, aller chercher, avec la distribution de l'espérance conditionnelle, le prix que doivent payer tous les individus du groupe 1, c'est-à-dire aux alentours des 80 €, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Donc vous avez votre règle de paiement à la fin de l'exercice, mais évidemment, ça dépend de la sinistralité de l'ensemble des individus. Si les individus ont peu de sinistres, eh bien, chacun paiera moins, et si vous avez beaucoup de sinistres, eh bien, vous paierez plus. D'accord ?
Bon, mais en fait, les situations où il y a très peu, le montant global est faible, ou le montant global est très élevé, eh bien, ce sont des situations rares. On peut approximer la distribution de la sinistralité globale du pool par une distribution gaussienne, hein, et vous avez ici, en rouge, cette distribution. Ce qui veut dire que les événements sur lesquels vous allez devoir rembourser, donc ceux qui sont les plus fréquents, hein, sont principalement sur cette plage-là. Et donc, vous savez que vous allez, avec forte probabilité, payer, suivant votre groupe, plus ou moins cher. Et là, vous avez la distribution de ce que vous paierez ex post. Encore une fois, c'est aléatoire, avec la vraie, l'approximation, et puis, bon, on va simplifier. Ce qui veut dire que l'approximation linéaire qu'on propose, hein, permet d'avoir une très bonne idée de ce que vous pouvez payer et de l'aléatoire que vous avez à payer ex post. Et ceci pour tous les groupes. Voilà. Et ce qui est important de mentionner, hein, c'est qu'avec ce choix de 515 participants, le groupe 3 a 80% de chance d'avoir une variation de sa prime inférieure à 25%. Le groupe 1, lui, par contre, va avoir 95% que sa variation de prime soit inférieure à 25%. Donc on a nivelé de telle manière à ce que tous les individus aient cette garantie de payer plus que 25% de manière plus grande que le risque. Alors, je vais sauter cette partie-là parce qu'on avance. Et puis, je voudrais vous parler maintenant du schéma à mettre en place pour pouvoir fiabiliser ou viabiliser, c'est peut-être mieux, un tel système. La difficulté, c'est que lorsque vous payez ex post, eh bien, les individus, ils ne sont pas se dire, bon, je suis rentré, j'ai rien mis au départ, il faut que je paye quelque chose qui est aléatoire. On a d'abord la possibilité que certains individus s'en aillent, disent, moi, ça, finalement, ça ne m'intéresse pas. Et puis, on a la potentialité d'avoir un risque de défaut. C'est-à-dire que si SN est grand, certains individus, parce qu'ils sont arrivés avec un risque élevé, vont devoir payer plus et ils peuvent ne pas avoir la capacité à payer. Donc, il faut essayer de limiter ou diminuer la probabilité d'Irwin d'un tel montage. Donc, on va procéder en deux étapes. D'abord, on va faire payer une provision ex ante, comme une prime d'assurance. Vous arrivez, vous voulez participer, je vous dis, bah, vous payez au moins 100 €. D'accord ? Et puis, on va s'adosser à un réassureur pour les risques extrêmes. Et ces 100 €, eh bien, ils vont être découpés en deux parties. Une partie qui va aller dans un pot commun, destiné à vous auto-assurer vous-même, et une partie de cette prime qui va aller pour payer la prime de réassurance. La difficulté, c'est de trouver le juste prix qu'on vous demande au départ et la part que vous allez céder au réassureur. En tous les cas, en mettant en place ce pot, eh bien, vous avez un montant et vous allez pouvoir le consommer ou pas en totalité. Si vous ne le consommez pas, eh bien, c'est le give back qui se met en place. On redistribuera soit à des associations caritatives, soit aux individus eux-mêmes, une partie de la somme qui n'aura pas été utilisée. Mais il faudra définir de manière précise qui a droit à quoi en fonction du risque qu'il met au départ. Donc c'est l'objectif. Pour chaque individu, on va faire payer donc PI au départ et pas plus. D'accord ? Pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'aléas maintenant, mais vous avez une probabilité non nulle, et généralement autour de 80-90%, d'avoir du give back. Vous donnez, mais il y aura certainement en retour quelque chose qui viendra de l'assureur, enfin du pool, pour pouvoir vous indemniser en cas de sinistralité favorable. Donc, c'est ce qu'on va appeler ce phénomène de cashback ou giveback. On va s'adosser à un réassureur. Donc, on va définir une priorité pour le pool W. Si le montant de la sinistralité est plus faible que W, eh bien, le réassureur n'intervient pas. L'ensemble de la mise mis en commun W n'est pas consommé par le pool. Et donc, dans ce cas-là, l'excédent est redistribué soit sous forme de give back, soit sous forme de cashback. Et si la sinistralité globale est supérieure à W, eh bien dans ce cas-là, c'est le réassureur qui intervient pour payer l'excédent par rapport à W. Mais en tout cas, les individus, eux, ne contribuent pas plus que PI. Donc la difficulté, c'est la suivante. Vous avez un montant PI qui est défini en fonction de votre risque. Il va falloir trouver cette priorité, W, capable donc de définir le niveau du pot commun et également cette prime associée à votre contrat stop loss avec un chargement technique proportionnel de cette façon-là. Donc ce qu'on peut montrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si la provision qu'on vous demande
eh bien, globalement, ressemble à une prime d'assurance, eh bien, on va pouvoir trouver ce niveau W et mettre en place ce mécanisme. Donc, dans l'exemple précédent, 515 participants, 3 groupes, médium, large et puis low, avec une provision au départ qui est égale à l'espérance de votre risque avec un chargement qui va être de 30%, un chargement technique pour le réassureur de 25%, eh bien on sait qu'il existe cette limite W. Mathématiquement, on peut la trouver. Et ce que l'on voit, c'est que cette limite W permet d'assurer, dans 95% des cas, un give back. Et donc le réassureur, lui, n'interviendra que pour la différence, environ 4,7% des cas. Et dans les autres cas, c'est le give back qui rentre, et donc une somme à redistribuer entre les assurés. On peut procéder de manière différente. On ne va pas calculer, on ne va pas se fixer le niveau de provision au départ, on va plutôt fixer la probabilité de give back. Disons qu'on souhaite une probabilité de give back de 80%. Alors, je peux en déduire W par rapport à un quantile associé à la loi de SN, et ensuite, je vais calculer ma prime stop loss définie avec W, et puis le montant que je dois trouver pour mes PI avec un chargement linéaire va se déterminer par l'équation qui est ici. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut procéder à l'inverse. Et là, vous avez un exemple qui vous dit que si vous voulez une probabilité de give back de 60%, eh bien le chargement technique que vous mettez sur la provision ex ante doit être aux alentours de 10%. Et puis, si vous voulez 90% de give back, il va falloir aller chercher un chargement technique aux alentours de 25%. Voilà, et puis pour terminer l'histoire, on a le give back. Donc le give back, c'est cette somme du pot commun qui n'est pas conservée par l'assureur, entre guillemets ici, et qui est redistribuée soit à des associations caritatives, soit on peut décider aussi de le redistribuer aux assurés. Donc il faut trouver une règle d'allocation qui, en fonction de la provision de départ et en fonction des caractéristiques du risque initial, permet d'allouer ce give back de manière juste. Et donc, j'ai peut-être pas le temps de tout décrire, mais on a la capacité à définir un niveau individuel WI correspondant à la charge attendue de l'individu, sachant que le sinistre se situe sur la priorité entre réassurance et pas réassurance. Et on va regarder ensuite eh bien, le comportement de son espérance conditionnelle par rapport à ce WI-là. Et donc une fois qu'on a notre règle de calcul, pour simplifier, on peut définir, en utilisant toujours cette règle basée sur l'espérance conditionnelle, la proportion qui va revenir à chaque assuré en fonction de ses caractéristiques. Par exemple, ici, eh bien, vous avez les densités, donc la distribution des give back, enfin des cashbacks en fonction des différents groupes. Donc pour le groupe numéro 1, on a un cashback qui est aux alentours des 20 €, plutôt aux alentours de 100 € pour le deuxième groupe et 300 € pour le troisième groupe. Donc on a ce tableau qui va permettre de récapituler un petit peu. Donc on avait une prime pure pour le groupe 1 de 100, pour le groupe 2 de 300, pour le groupe 3 de 800. On demande à l'assureur, enfin à chacun d'entre vous de payer, si vous êtes dans le groupe 1, 130, dans le groupe 2, 390, et dans le groupe 3, 1040. Grosso modo, c'est une prime pure avec un chargement de 30%. Donc vous payez ça au début, vous payez plus rien ensuite, et en fonction de la sinistralité du groupe, on va vous réallouer une partie de la somme. Donc il faut définir d'abord le nouveau W, c'est celui qu'on a fixé tout à l'heure. Donc probabilité de cashback aux alentours des 95%. Pour l'ensemble des groupes. Ensuite, eh bien, on va pouvoir définir ce qu'on appelle PISL, qui est là, fondamentalement, dans la provision de départ, la participation d'individus sur la partie réassurance. Et puis, PI peer-to-peer, c'est sa participation dans le pool de commun, donc peer-to-peer qui est mis en place. Donc on décompose cette provision en deux parties. On va pouvoir allouer de cette façon qu'est-ce qui relève du risque de réassurance et ce qui relève du pot commun. Et puis on va pouvoir ensuite décliner pour trouver le montant, le give back individuel. Et donc ce que l'on peut montrer, c'est qu'avec cette modélisation, en tout cas
de cashback ou de giveback, l'individu du groupe 1 touchera en moyenne 22,94 pour une prime de départ, une provision de départ de 130, avec des quantiles qui sont indiqués ici. Et puis pour le groupe 2, une provision de départ 390, un cashback moyen de 87, etc., etc. Donc on est capable de mettre en place tout le système de calcul entre le niveau de la priorité pour assurer une certaine probabilité de giveback, et ensuite on est capable de décliner individu par individu en fonction de ce risque pour lui redistribuer en fonction du risque qu'il apporte au pool en assurance peer-to-peer. Voilà, on a commencé un peu tard, mais globalement ici vous avez les principales idées de ce que actuariellement on peut faire pour permettre à des individus de s'auto-assurer tout en ayant une viabilité économique grâce à une partie qui est réassurée pour pouvoir limiter le risque de défaut du pool complet. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé un petit peu. Mais si vous avez 2 ou 3 questions, on peut rester ici pour discuter avec vous. En fait, moi, ma question, c'était techniquement, ces convergences se font presque sûrement, ce qui laisse penser qu'il existe un espace de probabilité non nul où on ne va pas converger vers le mu. Enfin, l'espérance conditionnelle ne va pas converger vers le mu. Enfin, la suite, ça laisse savoir, est-ce qu'on arrive à quantifier à partir de quel n, enfin, à quel point doit être grand le n pour que ce soit viable. Et, voilà. Alors, donc, la propriété presque sûre, ça veut dire que, si on se fait un rappel, pour tous les oméga, le grand oméga de nos espaces de probabilité, on doit aller vers cette prime déterministe. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir certains événements qui ne vont pas survenir, mais asymptotiquement, la probabilité qu'ils surviennent est très très faible. D'accord ? Et pour la viabilité, eh bien, c'est cette idée que le pool décide concrètement, en tout cas pour l'assurance de départ, sans réassureur, est-ce qu'on a envie d'avoir une prime ex post qui est très variable ou pas ? Et donc, si on n'a pas envie que ça soit très variable, il faut forcément que le pool grossisse de cette manière à ce que la diversification s'opère. Et donc, tous ces calculs peuvent être faits en disant, bah voilà, la limite que j'accepte, moi, c'est de dévier avec 90% de chance, je reste dans un intervalle centré autour de l'espérance et qui dévie de 30% maximum, par exemple. Okay. Voilà. Le n ? Le n va dépendre. Alors, la difficulté ici, c'est que quand on tarifie dans une assurance traditionnelle, on tarifie en fonction de son risque uniquement. C'est-à-dire, vous venez me voir, je vous propose un prix. Peu importe les gens qui sont à côté de vous. Là, si on fait un pool, eh bien, il faut que je connaisse la distribution des risques de tout le monde. Et que je tarifie votre risque en fonction de la distribution de tout le monde. Donc, techniquement, mathématiquement, c'est plus difficile. On peut le faire via les approximations qu'on a données, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce que vous payez, c'est pas que ce que vous apportez, mais c'est ce qu'il y a aussi au sein de la communauté. Donc, par rapport au schéma d'assurance traditionnel, c'est différent. Vous avez eu l'occasion de participer à la mise en place de ce style d'assurance collaborative ? Alors, si oui, quelles sont les difficultés ? Alors, on travaille, enfin, on collabore avec plusieurs InsurTech. Là, avec Luco, ils sont dans un schéma de giveback, mais pas forcément sur des schémas d'assurance collaborative. On est en contact avec une InsurTech grecque qui souhaite mettre en place ce système-là. Maintenant, il y a des problèmes réglementaires à résoudre. On n'est pas dans un cas d'un schéma d'une assurance classique. Donc, Solvability 2, ici, on n'en a pas du tout parlé. Et Solvability 2, ça reste illusoire d'une certaine façon. Donc, ce schéma, il est possible, en réalité, au sein d'un assureur. C'est-à-dire qu'un assureur pourrait dire, attendez, vous voulez tous vous mettre ensemble et vous voulez aussi partager des valeurs communes, on va dire, on va vous regrouper, et puis
comme vous avez décidé d'être sage, entre guillemets, vous contrôlez mieux votre risque, bien c'est normal de vous récompenser. Donc on peut mettre en place ce schéma-là au sein d'une structure d'assurance classique, réassurée ou non par un réassureur, et rentrer dans un cadre viable. Donc on parlera d'assurance participative, au sens où, comme en assurance vie, on redistribue une partie des bénéfices aux personnes qui ont participé. Voilà. Mais on ne peut pas le lancer tel quel, il faut s'adosser, trouver une réglementation adaptée, quoi. Je ne me rappelle plus le chiffre de 2019. Je venais juste d'arriver, ça devait être 4 000 €. Donc en 2020, on a dû reverser, je crois, 4 000 € sur l'année 2019. Et en 2021, sur l'année 2020, on a reversé plus de 100 000 €. Je ne donne pas tout, mais on vient de passer les 200 000 clients. Aujourd'hui, et encore une fois, les 100 000 qu'on a donnés, c'est que la moitié de ce qu'on aurait pu donner, parce qu'on a voulu garder la moitié dans ce fonds de protection que j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais, l'objectif que tu as annoncé, c'est 1% de la prime globalement qui va en give back, pour l'instant. Ça serait l'objectif très long terme. Après, aujourd'hui, on est petit, donc on est encore volatile. Pour l'instant, 2021 est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on fera mieux qu'1%. Il y a un concurrent américain qui existe et qui fait aussi... Oui, on n'est pas les seuls, hein. C'est vrai que je n'ai pas cité, mais à tout seigneur, tout honneur, Lemonade l'a fait avant nous, hein, et exactement de la même façon que nous. Enfin, on l'a plutôt fait de la même façon qu'eux, pour être à ma place. Comment le réassureur perçoit ça? Alors, ça dépend ce dont vous parlez. La réassurance en excess, il n'y a aucun problème, parce que on prend une part de la prime. Je ne sais plus ici, mais en gros, la réassurance en excess, c'est complètement en dehors du give back, puisqu'on reste dans un schéma normal. Effectivement, si on veut faire de la réassurance en quote-part, il faut. Enfin, moi, alors pour l'instant, Luco, on n'est pas assureur, hein. Donc, pour l'instant, Luco, on est MGA, donc enfin courtier grossiste co-concepteur, comme on dit en français. Donc on travaille avec Wacam et Munich Re via Gliese pour porter le risque. Et on a des accords avec ces deux porteurs de risque, donc je remercie si jamais ils nous entendent, qui nous ont soutenus depuis le début dans ce modèle-là. Et donc on s'est mis d'accord avec eux sur le fait qu'on voulait créer un modèle vertueux et qu'il y aurait le give back au cœur de ce modèle. Donc Wacam et Munich Re nous ont soutenus là-dessus. Si un jour on devient assureur, il faudra que j'aille chercher des cotes-parts, parce que j'aurai certainement, on n'aura chez Luco certainement pas les reins le jour où on deviendra assureur pour jour 1 de prendre 100% de rétention. Et il faudra effectivement aller chercher des réassureurs qui acceptent de jouer le jeu et de faire le give back. Mais je pense qu'on les trouvera. Je suis assez. La question en fait, elle est vraiment de comment protéger le give back. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. Et donc pour moi, la protection du give back, elle passe par deux axes. Un, le give back ne se calcule que sur les sinistres attrititionnels. Donc je dirais à peu près 50 000 €, mais c'est quelque chose qui peut évoluer. Peut-être qu'on va laisser à 20 000 € parce qu'on se rend compte que c'est trop volatile, je ne sais pas. 20 000 € en assurance habitation, c'est 99% des sinistres, hein, donc on est quand même très très large. Donc sinistre attrititionnel et deuxièmement fonds de stabilité. En fait, si on met en place ces deux-là, moi j'ai fait énormément de modèles, bon pas aussi poussés mathématiquement, mais j'ai fait beaucoup de modèles et ça tient très bien. On a un risque, il est vrai, mais on est assureur, si on ne veut pas prendre de risque, il ne faut pas faire ce métier. Et on peut en discuter en détail, mais ça tient bien. Vu que c'est versé à une association caritative, après c'est déduit des taxes. Alors je ne me suis pas du tout posé la question, mais je ne pense pas qu'on fasse ça, non. Ça m'étonnerait. Sincèrement, le niveau d'éthique chez Luco, il est à un niveau, c'est impossible de bosser. On ne peut pas commander une ramette de papier sans se faire taper dessus. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas d'histoire de déduction fiscale derrière, quoi. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Il faudrait que je demande à ma DAF. Mais... sans parler de problématique de déduction fiscale, je comprends qu'avec le give back ou finalement avec une réduction des primes pour les assurés sur des résultats positifs, est-ce qu'en vrai on n'a pas, entre guillemets d'un point de vue marketing, réinventé un peu la mutualité en 2.0 ?
Ouais, clairement, mais moi j'ai aucun problème à le dire, c'est du mutualisme. La différence c'est que c'est du mutualisme un peu participatif, où on parle en collectivité. Nous on ne veut pas dire on vous rend potentiellement un petit peu, on est sociétaire mais on garde une part en fonds propres. C'est quelque chose je pense que les clients ne comprennent pas forcément. L'objectif avec ce qu'on a fait, c'est de vraiment mettre une transparence totale et de réaligner les intérêts, donc d'enlever le conflit d'intérêts. Donc le mutualisme, c'est une façon, mais c'est une façon un peu opaque. Pour un client lambda, de comprendre qu'il y a une part de sa prime qui pourrait être de la PB, mais qui est gardée en fonds propres pour stabiliser les exercices futurs, mais que peut-être dans 2 ans, s'il y a une crise sanitaire, on va pouvoir redistribuer 30 €. Enfin, un assuré lambda ne comprend pas ça. Un assuré lambda comprend très bien 70, 30. Donc c'est un peu du mutualisme 2.0 quelque part. Alors juste pour... Vas-y, Chris. Excusez-moi. Oui, c'est vraiment la transparence qui est au cœur de notre modèle. Nous, on veut que tout soit très transparent. Ce genre d'assurance collaborative se développe aussi beaucoup dans les pays asiatiques, en concurrence de l'assurance traditionnelle, en diminuant énormément les coûts, en passant par les plateformes et réseaux sociaux, de telle manière à permettre à des populations qui n'ont pas les moyens d'aller chercher de l'assurance traditionnelle de se couvrir. Donc en dehors du schéma classique, sans les contraintes réglementaires, mais en tout cas une mutualisation très importante. Ils ont des groupes qui sont à plus de 100 000, 1 million d'adhérents. Et uniquement basé sur une relation internet et digitale et téléphone. Et tout ça permet aussi une couverture à des gens qui n'auraient pas pu s'assurer de manière traditionnelle. Une dernière question, puis... Moi, j'ai 2 questions. Alors, première question, en fait, dans votre choix de modèle au début, en fait, pourquoi le reverser à des associations au lieu de reverser à des assurés? Et ma deuxième question, en fait, comment est-ce que vous faites, enfin, du coup, en fait, lorsque vous faites votre politique tarifaire, c'est aussi par rapport à des tarifs que pratiquent vos concurrents? Donc, j'imagine que, enfin, est-ce que vos tarifs sont concurrentiels? Est-ce que vous êtes au-dessus du marché, en dessous du marché? Comment ça se passe pour vous? Alors, bon, deux questions. Première question, du coup, je pense qu'à la deuxième, j'ai oublié. La première question, c'est pourquoi ne donner à des assos et pas à des individus? Là, clairement, on veut avoir un impact positif sur la société. On pense que c'est une très bonne chose de donner à des associations. Voilà, ça, c'est un choix. Enfin, c'est un choix blanc ou noir qui a été fait. Il n'y a pas de gris. On a dit, nous, on veut un impact positif. S'il y a un surplus, on ne le rend pas aux clients. Alors déjà, comment le rendre aux clients? Bon, enfin, il y a des moyens, c'est compliqué, on vient de le voir. Nous, on préfère dire de façon très simple, on le donne à des assos. C'est transparent. Quelque part, vous avez fait une bonne action. Deuxièmement, ma politique tarifaire. Alors, on est sur un marché où le loss ratio du marché est pas très loin du 70-30 quand même, sur l'assurance habitation. Donc du coup, moi, c'est plutôt facile de faire ça. Je pense que chez Luco, on a une chance exceptionnelle, c'est qu'on a une équipe de gestion de sinistres et des outils de gestion de sinistres qui sont sincèrement en train de révolutionner le marché. J'aime pas dire ce mot-là avec un micro, ça fait un peu Steve Jobs de pacotille, mais moi, je suis chez Luco depuis 2 ans et ce que je vois, je pense qu'on va complètement révolutionner la façon de gérer des sinistres en assurance habitation. On a baissé en 2 ans de 15% les coûts moyens de sinistres. Donc on est en train de faire des choses assez exceptionnelles. Ce qui va me permettre en fait d'avoir la capacité de choisir ce que je fais de ce surplus, puisque de toute façon ce surplus, j'ai 3 choix. Soit je baisse les prix, soit j'augmente mon niveau de garantie, soit je donne ce surplus à des NGO. A priori, j'aime beaucoup les NGO, mais j'ai pas envie de leur donner 15% de mes primes. Okay, donc ça va être un mix entre quel est le bon niveau de prix que le client veut avoir et quel est le bon niveau de couverture. Aujourd'hui, nous, chez Luco, notre vision, c'est qu'on veut être l'assurance avec la meilleure couverture du marché. Donc au niveau de ceux qu'on imagine, souvent bon, les mutualistes, c'est un peu la vision qu'on a. Donc on veut être au niveau des mutualistes en termes de couverture, donc on va avoir des très belles garanties et on est très bien parti pour, avec un prix qui est similaire au prix des acteurs Internet, donc gagnant des 2 côtés. Et comment on finance ça avec une gestion de sinistre qui est assez incroyable. Et du coup, de tout ce qu'il y a derrière aussi, sur tous nos process, désolé, mais l'expense ratio, en gros, va être très, très, très faible.
parce qu'on a automatisé énormément de choses. On a des algos de détection de fraude qui sont assez incroyables, alors que ça fait que 2 ans qu'on est dessus, mais ça va très vite. J'espère que j'ai répondu à la question. Et du coup, donc, tout repose sur la transparence, mais quelle est l'information dont disposent les assurés pour être sûr qu'en fait le loss ratio n'est pas de 60% et que derrière, il n'y a pas une marge qui est dégagée? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance d'être audité par nos partenaires. Donc, quelque part, c'est eux qui posent le tampon. Mais effectivement, quand j'ai dit que j'avais donné 100 000, enfin, excusez-moi, quand Luco a donné 100 000 euros, il y a quelques mois, c'était en avril, on n'a pas eu de certification, il n'y a personne qui est venu vérifier. Bon, moi, je peux vous certifier que si on avait pu, excusez-moi, donner plus, on aurait donné plus, parce qu'aujourd'hui, entre nous du même milieu, ça nous fait aussi beaucoup de publicité positive quand on se lance de donner 100 000 euros à des associations, donc on est très content de le faire. Donc si on avait pu donner plus, on l'aurait fait. Dans le futur, on est en train de... Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est la première fois qu'on le sort un peu de chez nous, c'est les plans qu'on a pour le futur. On va rendre toute la data, alors pas la data évidemment des sinistres et des polices parce que c'est un peu notre or à tous, on va pas faire ça. Par contre, les résultats globaux, on les partagera avec tous les assurés locaux. Je pense qu'on sera audité, on trouvera certainement un très bon organisme d'audit externe qui pourra prouver par un tampon que c'est bien le montant de prime et le montant de sinistre qu'on a. Et je pense que ça suffira pour faire confiance aux clients. Si vous avez une idée, je suis preneur. Très bien, je propose qu'on s'arrête là. Il y a toujours la possibilité d'envoyer des mails et tu pourras répondre s'il y a d'autres questions. Voilà, c'est très facile de se retrouver. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous.